Nicolas, c'est un rêve de t'accueillir. Honnêtement, depuis le début de l'après-midi, je vois des gens qui me disent c'est incroyable, j'arrive pas à le croire. Ben voilà, tu es là, on poursuit dans notre série. Il y a quelqu'un qui m'a avoué à l'instant qu'il est arrivé de Guyane pour te voir. Ça fait loin quand même, hein. On va pas faire le bilan RSE, mais écoute, un grand merci de ta part pour accepter de venir parler un peu avec nous de e-sport. On vient de parler un bon moment de sport sous toutes ses formes. Alors toi, Nicolas, tu es CEO de la Team Vitality. Ça fait 10 ans déjà, donc tu es un mordu avéré. Et la Team Vitality, c'est le club de e-sport qui est leader en Europe. Donc toi, tu évolues ou ton équipe sur de nombreux jeux vidéo, de FIFA, Call of Duty, Counter-Strike et bien d'autres que je ne connais pas, qui sont diffusés sur Twitch essentiellement. Et puis, tu as un palmarès impressionnant. Tu peux peut-être nous parler un peu de ton palmarès ? Alors, c'est les joueurs, hein. Moi, je dirige le club, hein, donc on va laisser le palmarès aux athlètes, aux e-sportifs, quel que soit le nom qu'on leur donne. Et donc, bah oui, en 10 ans, on a eu pas mal de titres. En effet, là, je vais peut-être principalement parler de celui qui compte le plus, parce que cette année, on a été champion du Major de Counter-Strike, donc qui était à Paris en plus, donc à l'Accor Arena en mai dernier. Ouais, c'est ça, je m'y perds. Donc, c'est le titre majeur sur Counter-Strike, qui est l'un des jeux majeurs de l'e-sport avec League of Legends notamment. Et voilà, et ça fait 10 ans qu'on court derrière un titre de cette ampleur. Et donc là, soulever le trophée à la maison devant tous nos fans dans un Accor Arena rempli, voilà, avec près de 15 000 fans par jour pendant 4 jours, c'était un super moment pour nous. Et c'était un beau moment pour l'e-sport aussi, puisque évidemment, beaucoup de reconnaissance médiatique. Et ça a été pas mal mis en avant dans pas mal de médias. Ça permet aussi de voir que le regard sur l'e-sport et le jeu vidéo a quand même pas mal changé depuis nos débuts, et qu'on est un petit peu plus pris au sérieux. Voilà, aujourd'hui, on va en parler, mais les similitudes avec le sport, la façon dont c'est organisé, ça commence à être beaucoup plus clair pour tout le monde. Et voilà, et donc bon, voilà, je ne vais pas égrener tout ce qu'on a fait en 10 ans, mais on est passé sur beaucoup de jeux. Aujourd'hui, notre enjeu chez Vitality, c'est d'avoir des équipes internationales dans les compétitions mondiales ou européennes, mais faire briller quand même le drapeau français, l'identité parisienne et française du club. Voilà, et on a encore beaucoup à faire. Enfin, voilà, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Tous les détails. Mais d'abord, on avait prévu quelques chiffres pour nos amis passionnés de chiffres, quelques chiffres sur ce secteur de l'e-sport qui est en pleine expansion. On a 10 millions de gens qui se disent consommateurs ou pratiquants, c'est-à-dire 22% les amis des internautes de 15 ans et plus, 6 millions de gens qui se disent uniquement consommateurs, 3,5 millions qui pratiquent et qui consomment, et puis 1,3 million de gens qui sont uniquement pratiquants. Un développement du coup spectaculaire sur toutes les dimensions au fond de cette discipline ou de ces disciplines, avec des consommateurs, des fans, des e-sportifs de loisirs ou bien amateurs. Donc un truc qui explose, qui est massif, qui concerne maintenant absolument, je crois, enfin tu vas en reparler, mais un peu toutes les strates de la population, avec différents types de e-sportifs. Vous pouvez voir ici, il y a des joueurs grand public, près de 10 millions de gens qui jouent à des jeux vidéo d'affrontement sans classement, sans compétition. Voilà, on a des e-sportifs de loisirs, 2,8 millions. Eux, ils jouent avec un classement, mais sans compétition cette fois. Et puis, on a des e-sportifs amateurs, un peu moins nombreux, 2 millions. Et eux, ils jouent avec les deux, à la fois du classement et de la compétition. Vous voyez qu'on a 52% de filles sur le grand public, un peu moins, 6% sur l'amateur, mais ça monte vite, je crois. Et puis quelques jeux, tu vas nous en reparler, qui sont suivis en compétition par ces différents publics. On a toujours Fortnite, FIFA, League of Legends, et puis tu nous en as cité pas mal d'autres. Donc on va pouvoir rentrer dans tous ces détails, mais une chose est claire, on est en face d'un espèce de phénomène comme ça, massif. Et toi, tu es le pôle de stabilité, ça fait 10 ans, tu es là et tu gagnes des compètes. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous raconter rapidement la chronologie un peu de ces 10 dernières années, de ton incroyable histoire à l'intérieur du e-sport ? Oui, alors je vais essayer de faire vite, parce qu'évidemment, 10 ans, on ne va pas résumer. Je ne vais pas mettre 3 heures à faire toute l'histoire, mais
pour le faire assez rapidement, moi, j'étais pas dans cet univers-là. Dans ma vie précédente, voilà, je bossais à la télé, donc rien à voir. Et j'ai rencontré un vrai fan d'e-sport, Fabien, donc, qui est devenu mon associé et qui, lui, était déjà partie prenante de la scène française, mais qui, à l'époque, il y a 10 ans, était beaucoup plus amateur, beaucoup plus une affaire de quelques passionnés. Et en fait, voilà, moi, j'ai tout de suite accroché à cet univers-là, puisque ça mélangeait la compétition à haut niveau, le jeu vidéo, et puis surtout, j'ai découvert un engouement assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on n'en entendait pas parler si on ne faisait pas l'effort d'aller voir. Et Fabien m'a emmené voir des compétitions. Là, j'ai découvert des gens surexcités à l'idée de voir déjà leurs idoles, à l'idée de suivre des matchs de haut niveau sur différents jeux. Et puis, il y a 10 ans, donc en 2012-2013, c'est le moment, alors j'espère ne pas dire une bêtise par rapport à la chronologie sur Twitch, mais disons où Twitch arrive de manière significative en France, où le gaming sur YouTube commence à vraiment se développer très vite et on voit apparaître déjà une première, deuxième génération de YouTubers gaming. Donc en fait, tout explose un petit peu en même temps, en tout cas sur la scène française. C'est-à-dire que dans d'autres pays, comme par exemple la Corée du Sud, c'était déjà bien plus établi, bien plus mainstream. Mais voilà, en France, on va dire que c'est le début d'un phénomène. Voilà, de fil en aiguille, on s'associe avec Fabien, on crée notre équipe Vitality, au début sur Call of Duty. Et puis au fil des années, on est allé sur d'autres jeux, parce qu'on s'est rendu compte que l'e-sport, c'était beaucoup plus qu'un seul jeu et qu'une seule communauté. En fait, c'est différentes communautés qui vont parfois être fan de plusieurs jeux, parfois être fan d'un seul. Et il y a les fans de Counter-Strike qui sont là depuis longtemps. C'est un jeu qui a 20 ans, etc., etc. Donc on s'est dit, OK, comment on gravit les échelons, comment on a des équipes sur les jeux qui comptent. Les jeux qui comptent, c'est ceux qui drainent le plus de passion et de spectateurs, tout simplement. Et donc progressivement, on est allé sur League of Legends, vraiment le jeu majeur de l'e-sport, ça en 2016, puis sur Counter-Strike en 2018. Et on a fait grandir notre marque et notre nombre de fans, voilà, qui apparemment aimaient bien ce qu'on faisait. On a plutôt assez vite performé. On a créé une marque qui a connecté avec les gens et au fil des années, on s'est développé avec plusieurs phases. On va dire quelques années au début, très bricolé, hein, une affaire de passionné. On avait toujours notre boulot à côté. On dépensait plutôt notre argent qu'on en gagnait. On investissait dans cette équipe par passion et puis pour faire grandir quelque chose dans lequel on croyait. Et puis au fil des années, on s'est rendu compte d'abord du potentiel, d'abord de l'intérêt du public pour la marque qu'on crée, pour le storytelling, voilà, ce lien avec notre communauté se fait de plus en plus fort. Et puis on a accéléré, on va dire, à partir de 2016 en commençant à faire une première levée de fonds sur League of Legends. 2007-2018, des levées de fonds suivantes en se disant, voilà, si on veut bâtir un champion international, une équipe qui est dominatrice, il va falloir prendre beaucoup de risques et puis il va falloir le faire vite parce qu'il y a beaucoup d'autres qui ont les mêmes rêves et c'est un univers, et on en reparlera, où il faut des ressources pour se développer puisqu'il faut aller chercher les meilleurs talents. Alors les meilleurs talents, comme dans le sport, ne suffisent pas à gagner, c'est pas juste l'addition des talents, mais en tout cas on gagne pas sans ces talents, quoi. Ça c'est l'équation qui est assez certaine. Voilà, donc il nous fallait et des ressources pour aller signer les meilleurs joueurs, les convaincre de rejoindre le projet, et puis des ressources pour nous staffer, commencer à créer la structure autour, voilà, pour passer les échelons. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et donc, au fil des années, on s'est imposé comme un leader français et puis international. Et voilà, et aujourd'hui, rapidement, au bout de 10 ans, Team Vitality, c'est 110 personnes, on va dire à peu près 40% pour ce qui est e-sport et performance, donc les joueurs, les coachs, analystes, toute l'infrastructure autour de nos joueurs qui nous permet de créer de la performance, donc on va en reparler. Et le reste, c'est le staff, donc tout simplement les équipes marketing, partenariat, etc. Tout ce qui fait la vie d'un club, qui nous permet de bâtir la marque, de créer, de développer le lien avec les supporters, de monétiser évidemment. Voilà, donc magnifique histoire. En accéléré. Hein. Non, mais en accéléré, on essaie de suivre. Donc c'est un club multisport finalement. Ça doit pas être simple à gérer parce que souvent les grands clubs qu'on connaît, ils sont monosports, enfin. Oui, mais peut-être avant de partir là-dessus, redire un petit peu comment fonctionne l'e-sport très brièvement. Qu'est-ce que c'est, hein? Donc c'est la compétition de jeux vidéo à haut niveau. Ça se concentre sur certains jeux. Techniquement, ça peut être sur n'importe quel jeu compétitif, mais disons que certains jeux vont attirer beaucoup plus de monde et peut-être revenir aussi pourquoi les gens consomment de l'e-sport. C'est-à-dire que c'est évident pourquoi les gens jouent aux jeux vidéo. Le gaming, il n'y a plus besoin de définir le phénomène. De toute façon, quand on regarde, tout le monde joue, pour faire très simple. On ne sait même pas quel pourcentage de la population joue. Si on regarde les jeunes générations, c'est à peu près tout le monde, pour faire très simple. Et dans cette portion des gens qui jouent, il y a des gens plus ou moins passionnés et certains d'entre eux ont envie d'aller voir
les meilleurs joueurs sur un jeu donné, les meilleures équipes. De la même manière qu'on veut voir, quand on fait du tennis, on veut voir Federer, on veut voir les meilleurs parce qu'ils font des choses exceptionnelles. On va retrouver ce phénomène-là dans l'e-sport. On veut aller voir ce que vont faire des gens qui ont un talent hors norme, parce qu'il y a vraiment cette notion de talent hors norme, de gens qui font des choses, c'est le 0,001% des meilleurs. Donc voilà, les gens viennent regarder. Et à partir de ça, au début, ça s'est agrégé de manière communautaire et puis de plus en plus professionnelle, avec le soutien des éditeurs de jeux, se bâtit un écosystème, voilà, où on vient consommer des compétitions structurées avec des divers degrés d'importance, françaises, européennes, mondiales, etc. Donc voilà, ça c'est pour l'e-sport en général. Ensuite, nous, sur ce côté multisport ou multijeu, c'était assez vite une évidence de ne pas dépendre des performances, des audiences d'un jeu, de ne pas dépendre d'un seul éditeur, et puis d'occuper le terrain et d'aller parler, d'aller faire briller notre marque sur différentes communautés, encore une fois. Et ensuite, oui, c'est assez compliqué. Alors, ça a des avantages, notamment pour nos partenaires et nos fans. On peut consommer du Vitality à peu près tous les jours. Moi, j'arrive pas à voir tous les matchs, très sincèrement. On a des fans hardcore qui regardent tout. Moi, j'arrive même pas à tout suivre. Donc, il y a du Vitality tout le temps sur différentes compétitions, sur différents jeux. Ça permet aussi, un club de foot qui performe mal pendant 3 ans, c'est assez compliqué pour ses fans, pour son business. Pour nous, ça peut arriver qu'on performe mal, c'est le sport, mais on a d'autres jeux, donc ça permet aussi de pondérer et de lisser un petit peu la performance. Et par contre, en termes de gestion, c'est assez compliqué. Et je dirais que ça a été notamment une de nos nombreuses difficultés et erreurs d'entrepreneurs, c'est de vouloir être un peu sur tous les jeux et s'éparpiller. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste une ligne budgétaire de plus, c'est du focus des gens, de la gestion, de la communication sur les réseaux. Et donc aujourd'hui, on est plutôt sur une stratégie d'être sur moins de jeux. On est sur 6 jeux, mais d'essayer d'être les meilleurs mondiaux sur chacun et d'investir, de mettre les bonnes ressources. Voilà. La maturité, donc, au bout de 10 ans. Ouais, peut-être. Il y a encore du boulot. Bon, alors Nicolas, est-ce que tu te rends compte que là, en face de toi, en train de t'écouter, il y a Timothée Clément qui est meilleur espoir mondial de hockey sur gazon, qui va disputer les JO dans 1 an. Est-ce que c'est pas un peu le monde à l'envers? Enfin, excuse-moi, mais quand même, quelle différence tu fais, toi, entre tes sportifs et puis le reste des sportifs, j'ai envie de dire, ceux qui ont ouvert la voie? Est-ce que c'est pareil, finalement, un athlète de e-sport et un athlète de sport? Oui et non, mais je ne vais pas faire cette réponse, je vais aller un peu plus loin. Oui et non, évidemment, ce n'est pas la même performance physique, puisque dans l'e-sport, elle est assez proche du zéro, la compétence physique et le besoin de performance physique. À côté de cet aspect-là, tout le reste est très similaire. C'est-à-dire qu'on se parle de joueurs qui sont vraiment parmi les plus talentueux. Donc sur une pyramide de talent, c'est encore une fois les 0,001%. Qui sont nés avec ça, c'est-à-dire que moi je peux jouer 24 heures sur 24, j'arriverai jamais à 1% de leur niveau. Il y a d'abord une base de talent qui est là, sur laquelle il faut construire. Donc le talent évidemment ne suffit pas. Derrière, il y a un entraînement hyper rigoureux, une hygiène de vie et toutes les mêmes mécaniques que dans le sport, c'est-à-dire la préparation pour performer le jour J, le travail collectif où encore une fois, additionner des talents, ça ne suffit pas. Il faut créer un collectif, il faut que l'équipe joue ensemble, que les joueurs se sacrifient pour l'autre. Donc ça va répondre vraiment aux mêmes mécaniques. Il y a encore une fois la pression de l'instant, parce qu'il y a des joueurs qui sont très forts à l'entraînement et puis ils montent sur scène et ils disparaissent. Et à l'inverse, par exemple en 2018 sur League of Legends, on avait des joueurs pas très attendus, des rookies donc, qui rejoignaient la grande ligue. À l'entraînement, ça ne donnait pas grand-chose. Puis ces gars-là sont arrivés sur scène et dès qu'ils étaient sur scène, ils jouaient 3 fois mieux, quoi. Donc c'est l'inverse du joueur qui ne performe pas sous pression. Eux, ils étaient transcendés. Voilà, donc il y a ces mêmes notions-là. Ça, vous l'aviez anticipé ou non, pour le coup, c'était une surprise incroyable. Surprise pour vous aussi, en fait. Ouais, et ils sont allés au Worlds de League of Legends. La dernière fois qu'on y est allé, c'était en 2018, donc ça remonte un peu. Et c'était pas du tout avec nos meilleurs joueurs qu'on a pu avoir sur League of Legends. Donc pour le coup, ça c'est assez intéressant. Donc il y a beaucoup des mécaniques de la performance, de comment on se prépare à la performance collective qui ressemble à ce qu'on peut connaître dans le sport traditionnel. Il y a une composante un peu différente, c'est que dans l'e-sport, je pense qu'il y a beaucoup plus de communication que dans le sport. Dans le sport traditionnel, on court sur un terrain, c'est assez dur de se parler en même temps. On va se donner des indications assez basiques. Dans l'e-sport, comme il n'y a pas cette dépense physique, les joueurs sont en communication constante.
Et donc, il y a un vrai travail de communication, d'abord de préparer un plan de jeu, de le réactualiser en temps réel, et puis de travail sur les émotions. C'est-à-dire que, comme dans le sport, les émotions négatives sont inutiles. Donc, il faut garder le bon niveau de communication, donner que ce qui est important et qui va générer de la performance. Aussi mettre de l'émotion positive, mais pas trop. Donc, il y a tout un travail de jouer ensemble, de communiquer ensemble en permanence qui est hyper intéressant et qui se travaille de manière assez unique. Ça, je pense que c'est plutôt propre à l'e-sport. Voilà, après, moi, si je devais résumer, je ne sais pas quelle est la bonne définition du sport, puisque ça ne peut pas être réduit à sa dépense physique. Au JO, il y a du tir au pistolet, et je ne pense pas que ce qui caractérise le tir au pistolet soit la dépense physique. Pour autant, c'est plutôt classé dans le sport. Moi, je ne fais pas la définition. Ce que je peux dire, c'est que l'e-sport, voilà, énormément de similitudes avec le sport traditionnel et aussi dans la façon, peut-être qu'on va en reparler, dont ça s'organise en termes d'écosystème, de compétition, de clubs, etc. Nutrition, entraînement, suivi psychologique, tout ça, c'est pareil, tu dirais? C'est pas pareil dans le sens où le corps d'un sportif va être beaucoup plus important dans sa performance, mais dans l'e-sport, c'est également important. On joue un best of 5 de 5 heures et une micro-décision dans ce 5e match peut faire perdre une équipe. Ça peut être la finale qui vient après un an d'entraînement. En fait, il faut être parfait, il faut pouvoir prendre les bonnes décisions en permanence sur des longues durées. Donc, il y a énormément de fatigue mentale. Et dans ce sens-là, être préparé physiquement, avoir un corps en forme, permet de s'assurer sur le temps long et sur les matchs importants avec énormément d'enjeux et de tensions, de performer au meilleur niveau. Donc, la composante physique joue aussi, dans une moindre mesure, évidemment. Alors chez Numberly, on nous appelle souvent, dans le secteur, on nous appelle parfois le Clairefontaine du marketing digital. C'est assez flatteur, on va se le dire. Dans le e-sport, vous formez aussi? Vous avez un centre de formation? Alors oui, mais ce n'est pas aussi cadré et codifié qu'en sport. C'est-à-dire que le sport traditionnel a progressivement installé, créé ces voies de formation qui sont assez différentes selon les sports. En football, il y a le centre de formation. Dans l'idée, c'est gratuit et les clubs se rémunèrent derrière avec leur indemnité de club formateur ou le transfert après avoir signé le premier contrat pro. Et comme dans le foot, les transferts, c'est une part importante de l'économie, les clubs savent qu'ils peuvent investir dans le centre de formation et qu'il finalement, il y a un retour sur investissement. Dans d'autres sports comme le tennis, c'est plutôt un modèle d'académie privée avec des gens de bon niveau qui vont payer et ça va aussi permettre à ces académies d'offrir des bourses aux tout meilleurs. Voilà. Donc, chaque sport a plus ou moins trouvé les moyens de créer sa filière de formation. Ce qui est plus difficile dans l'e-sport, c'est qu'on n'a pas de fédération. Alors pour une raison simple, l'e-sport, c'est la compétition sur des jeux vidéo qui appartiennent à des éditeurs privés. Les jeux appartiennent à l'éditeur. Ça serait difficile d'aller installer une fédération au-dessus qui irait dire à un éditeur, voilà comment on va organiser ton sport. Parce que l'éditeur va dire, oui, mais c'est mon jeu, c'est mon sport, donc merci pour ton commentaire, et rentre chez toi, c'est pas très utile. Donc la fédération, telle qu'on la connaît en sport, elle n'a pas beaucoup de sens dans l'écosystème e-sport. Donc sans fédé, sans rattachement à un ministère des Sports, sans appui gouvernemental, créer ces structures de formation, c'est un peu plus complexe. Pour autant, il faut bien détecter des nouveaux joueurs. Donc là, on va s'organiser un peu, chaque club va trouver ses méthodes. Et je dirais que chez Vitality, on est plutôt pionnier et plutôt compétent là-dedans, puisqu'on a sur Counter-Strike le meilleur joueur du monde, Ziwo, qui a signé son premier contrat pro chez nous quand il avait 18 ans. Donc on l'a détecté assez tôt. Et puis surtout, il a un talent extraordinaire. Ça, c'est pas de notre fait. Ce que nous, on a pu faire, c'est lui mettre le bon entourage, la bonne infrastructure autour pour qu'il puisse grandir, atteindre son plein potentiel, on va dire. Donc le détecter, l'entourer, le former, le développer, ça a été notre travail. Et aujourd'hui, sur Rocket League, on a signé Zen, qui est le futur Ziwo. Il est arrivé chez nous il y a quelques mois. Je crois qu'on a fait 12 compétitions, on a tout gagné. Voilà. Et le gars a 17 ans. C'est un bon début quand même. Voilà. Donc je pense que là, on tient un joueur exceptionnel. Et notre enjeu, c'est d'en faire un franchise player, donc de le faire grandir, de le faire encore se développer, de s'assurer qu'il fait les bons choix tout au long de sa carrière et que nous, on l'entoure au mieux. Voilà. Mais cette formation-là, elle va vraiment, et cette détection va vraiment se faire jeu par jeu avec des mécaniques propres à chaque jeu. On va scouter, regarder les compétitions, le ladder, on bâtit une infrastructure data. On va peut-être en reparler. Voilà. Donc notre but, c'est d'avoir un double regard qui est celui de nos coachs et de nos joueurs.
il y a vraiment cette approche empirique de nos joueurs qui vont dire « Ah, il y a ce petit jeune sur le ladder, ça fait pas mal de fois qu'on commence à le croiser, il a un truc un peu spécial. » Et de rajouter une surcouche d'analyse objectivée par la data pour voir les métriques de ce joueur-là. Et puis un troisième aspect qui est un peu un profilage psychologique, de comprendre un petit peu les leviers, la maturité, la façon dont ce joueur-là pourra se transformer éventuellement en pro. Donc il y a tout ce travail-là, mais qui est encore à parfaire, je dirais, au niveau de l'écosystème e-sport. Il y a encore énormément à faire sur tout ça. Top. Bon, c'est incroyable. Alors, avant d'arriver vraiment à la data, peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur l'évolution du business pour une structure comme Vitality. Il y a plein de dimensions dont tu as parlé, le développement des partenariats, le licensing, le branding. Ça rejoint des choses dont on parlait avec Stéphane pour les 24 heures du Mans tout à l'heure, V-Hive peut-être aussi, et puis le développement de League Corp. Tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, alors on est passé par pas mal de phases là-dessus et j'espère qu'au bout de 10 ans, on commence à avoir un chemin assez clair sur un modèle économique pérenne, alors qui n'est pas encore là. Les top clubs, dont Vitality, ont beaucoup levé d'argent dans une logique assez simple. Des investisseurs croient dans le potentiel de l'e-sport. Ils veulent investir sur les équipes qui seront les leaders de demain. Et pour ça, il faut aller vite, se développer rapidement. C'est un peu ce que je disais un peu plus tôt. Donc, Vitality, nous, on a levé plus de 50 millions d'euros. Pas mal d'autres gros clubs en Europe et en Amérique du Nord ont fait la même chose. Et aujourd'hui, alors que on va dire, l'accès au capital est un petit peu plus difficile, alors qu'on a des investisseurs globalement qui commencent à moins regarder la croissance du revenu, mais un peu plus les fondamentaux, ce qui est tout à fait normal. Dans ce contexte de marché-là, c'est un peu, on va dire, l'ère suivante pour les clubs d'e-sport. C'est comment on a atteint la pérennité du modèle économique et comment on atteint la profitabilité. Qu'on n'y est pas encore complètement, mais on est plutôt sur le bon chemin. Donc, à quoi ressemble le business model aujourd'hui ? C'est assez similaire à un club de sport, avec quelques différences majeures. Ce qui ressemble, ça va être les revenus de partenariat. Bon, là, on signe des partenaires qui vont s'acheter de la visibilité, de la crédibilité. La différence, c'est que c'est auprès d'audiences très jeunes et très engagées. C'est là où on est un petit peu différenciant par rapport au club de sport traditionnel. Mais les mécaniques de sponsoring sont les mêmes. C'est visibilité d'une marque, storytelling, voilà, qu'on va travailler ensemble avec les marques. Ensuite, on a du merchandising. Voilà, les fans veulent porter le maillot Vitality ou d'autres, des casquettes, tout ce qu'on peut de manière assez classique. Il y a les revenus des ligues auxquelles on participe. Donc, avec des modèles un peu plutôt proches des ligues de sport américaines, des modèles de ligues fermées plutôt, où les équipes sont partenaires de la ligue génère des revenus en sponsoring, en droit, etc., qui sont ensuite redistribués au club. Voilà. Et ensuite, il y a deux éléments de revenus qu'ont les clubs traditionnels, qui sont les droits médias. Donc ça, c'est un petit peu différent dans l'e-sport, puisqu'il y a moins de concurrence, parce que notamment Twitch est quasiment le seul diffuseur en Occident, donc Europe et Amérique du Nord. Donc un petit monopole, donc. Oui, monopole, en tout cas, pas un monopole complet, mais en tout cas une situation dominante qui fait qu'en tout cas, il n'y a pas, on va dire, des networks télé qui vont se disputer les droits. Ouais. C'est assez différent, par exemple, en Chine, où là, il y a plutôt 5-6 diffuseurs, ce qui fait que les droits sont bien mieux valorisés en Chine, en Corée du Sud. Donc, il y a vraiment une différence dans le modèle de business des clubs de sport traditionnels. Les droits médias sont très importants dans l'e-sport, ils sont beaucoup moins importants. Et la deuxième différence, c'est le match day revenue, le revenu du stade des clubs. Nous, on n'a pas nos stades, on va faire nos compétitions plutôt. Donc Riot Games, League of Legends, ils vont organiser leurs compétitions pendant l'année à Berlin, puis les finales dans une ou deux villes d'Europe chaque année. Sur Counter-Strike, c'est plutôt sur un modèle du tennis, modèle de l'ATP, avec chaque week-end des compétitions partout dans le monde. Et donc ça, c'est plutôt, on va indirectement bénéficier de ces revenus-là, puisqu'on fait partie des ligues qui organisent les compétitions, mais on n'a pas notre stade où on aurait 1000, 2000, 10 000, 40 000 fans chaque semaine qui viennent voir le match. Ce n'est pas à exclure pour le futur, mais disons que culturellement, c'est un petit peu moins évident. Le sport s'est construit sur ce modèle-là. Dans l'e-sport, on a plutôt cette idée de faire de temps en temps des énormes événements qui vont faire venir les fans d'une ville, d'un bassin géographique donné. Voilà. Donc, il y a encore, si on se comparait strictement aux clubs de sport, il y a des différences. Et il faut aussi pour nous inventer des modèles pour combler ces différences-là et puis faire grossir évidemment les leviers de revenus traditionnels. Et puis un dernier enjeu, c'est aussi
comment on contient nos coûts, c'est-à-dire que pendant pas mal d'années, et parce qu'il y avait un afflux de levée de fonds et une compétition féroce entre les clubs, les salaires des joueurs se sont envolés. Et que les joueurs soient très bien payés, c'est normal, puisque c'est eux qui performent, c'est eux qui créent l'attractivité, la valeur, et le fait que les gens se connectent sur Twitch, par exemple, ou viennent dans une arena pour venir voir un match. Donc c'est logique qu'ils bénéficient de cette valeur. Simplement, quand on regarde les modèles économiques de certains sports, voilà, le gâteau est réparti de manière assez cohérente pour que ça marche sur la durée. Et dans l'e-sport, probablement, il y a eu trop pour les joueurs pendant un moment. Et donc, il y a un moment, maintenant, un enjeu à rééquilibrer ça. Voilà. Donc, ça fait partie, toutes ces notions-là. Faire grandir les revenus qu'on a, peut-être, et un jour avoir les revenus similaires au sport qu'on n'a pas encore, inventer de nouveaux modèles et puis contrôler nos coûts. C'est un peu, on rentre dans cette ère de la maturité là, pour les prochaines années. Voilà. Quelques chiffres peut-être sur les salaires des joueurs. Ah oui, ça c'est toujours, public, ça plaît toujours, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir que sur League of Legends, il y a des joueurs qui sont payés qui dépassent le million d'euros annuel, et sur Counter-Strike en centaines de milliers d'euros annuels. Donc ouais, c'est des beaux salaires. Mais bon, après il faut aussi toujours. Alors oui, et puis il faut aussi toujours faire attention parce que on a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, etc. C'est le haut du haut du haut de la pyramide. Et d'ailleurs, quelque chose qui n'est pas très similaire au sport, c'est que dans le sport traditionnel, il y a quand même pas mal d'échelons. Si on regarde en football, je ne sais pas combien il y a de pros en Europe, mais il y a Ligue 1, Ligue 2, X Division en Angleterre qui sont pros. Voilà, donc il y a énormément de monde qui est en vie. En e-sport, il y a vraiment un côté très binaire. Il y a le top niveau. Par exemple, Counter-Strike, c'est vraiment 20 équipes dans le monde qui payent extrêmement bien, et puis le reste du monde. Et là, boum, on se parle de salaire de 2 000 euros mensuels. Donc, bon, ça commence déjà à être un peu compliqué de vouloir en vivre, en tout cas sur le long terme. Et en dessous de ce tiers 2 de club, il n'y a plus rien. Donc, voilà, c'est une toute petite portion de top joueurs qui sont les meilleurs des meilleurs. Top. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de data ? Est-ce que vous avez des équipes techniques pour vous accompagner sur ces enjeux-là ? Je ne sais pas, des data scientists, des data analystes. On a vu tout à l'heure avec nos sportifs ici présents à quel point la data était omniprésente et aussi un critère clé finalement de réussite. Alors, comment ça se passe dans ta discipline ? D'abord, je pense qu'il y a une fausse idée qu'on aurait que l'e-sport, comme c'est digital native, basé sur des jeux vidéo dont certains ont des API qui permettent d'extraire de la donnée facilement, voilà, on pourrait se dire que les clubs d'e-sport sont en avance sur leurs homologues sportifs. Et en fait, plutôt pas. Et c'est plutôt l'inverse. Quand on regarde ce qui se fait dans le sport, ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'il y a eu de lourds investissements qui permettent aux clubs de sport vraiment de beaucoup plus objectiver leurs décisions de recrutement, d'analyse de la performance. Et en fait, ça a été assez difficile pour l'e-sport. En fait, pour revenir un peu, l'explication, elle est assez simple. C'est que pendant pas mal d'années, il y a eu une telle course à l'armement. Quand je dis course à l'armement, en l'occurrence, c'était signer les meilleurs joueurs, que l'essentiel du budget des clubs est parti dans les joueurs, dans les salaires. Et ça s'explique assez facilement. Il y avait un tel besoin pour des clubs qui avaient levé beaucoup d'argent de prendre des positions de marché fortes qu'il fallait signer les meilleurs joueurs et que c'était assez difficile pour nous, quand je dis nous, c'est collectivement les clubs, de prendre de la hauteur, de prendre du recul et dire ok, peut-être si j'investissais 3 millions maintenant sur 2 ans, sur 3 ans pour me bâtir cette practice data interne, j'en tirerais les fruits. Parce que le moyen terme et le long terme en e-sport, ça a souvent été assez difficile de le regarder. C'est-à-dire qu'en tant que capitaine d'industrie, chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on a facilement ça à l'esprit. Oui, il faut que je bâtisse sur le long terme, mais quand on a une telle pression du résultat de nos investisseurs, de nos fans, c'est pas facile. Donc même si on le sait, c'est assez difficile de prendre ce recul-là. Pour autant, je pense que chez Vitality, on a plutôt été pionnier là-dessus. La difficulté dans l'e-sport, c'est que c'est pas un seul sport, encore une fois. Donc, et c'est des e-sports et des disciplines extrêmement différentes. Ce qui fait le talent d'un joueur League of Legends, c'est très peu similaire avec ce qui fait le talent d'un joueur Counter-Strike. Ce qui crée la performance dans un jeu vidéo, ça va être un mélange de ce qu'on appelle le talent mécanique. Donc là, ça serait comme le talent physique, courir vite, sauter haut. Voilà. Le talent mécanique, c'est d'avoir des réflexes incroyables, de la coordination œil-main, d'être capable de cliquer extrêmement précisément, extrêmement vite. Donc ça, c'est purement un talent inné qui se travaille, mais c'est un talent qu'on a. Ça, c'est une partie de la performance. Dans certains jeux, c'est une grosse partie, comme Rocket League, qui est un jeu, grosso modo, ceux qui ont le meilleur talent mécanique, c'est les meilleurs, pour faire très simple. Dans d'autres jeux comme League of Legends, cette partie-là, elle compte. C'est-à-dire que moi, avec mon niveau de réflexe, voilà, même si j'avais tout le reste, je ne serais jamais pro. Néanmoins, c'est qu'une petite partie de ce qui crée la performance, puisque ce qui va créer la performance, c'est beaucoup de la prise de décision en temps réel. League of Legends, c'est comme un jeu d'échecs en 5 contre 5 en temps réel, où on prend
150 décisions par minute. Et donc là, il faut juste avoir le cerveau qui est bien câblé, entre guillemets, avoir ce fonctionnement-là, et puis ensuite le travailler, répéter. Donc ce qui fait la performance sur Rocket League, sur Counter-Strike, sur League of Legends, c'est très différent. Dans ce contexte-là, on ne va pas avoir un outil magique chez Vitality qui va nous permettre de détecter les futurs talents. Donc il faut se dire, qu'est-ce qu'on priorise? Donc, on priorise nos jeux majeurs, Counter-Strike, League of Legends. Counter-Strike, c'est un jeu qui est complètement ouvert par son éditeur, donc on a accès à toute la data en temps réel. Donc derrière, on peut construire des couches supplémentaires d'extraction, d'analyse de cette data. Et derrière, l'enjeu, c'est de rajouter de l'intelligence par-dessus. C'est qu'une fois qu'on a une tonne de data, comment on identifie ce qui est utile et comment on la transforme en choses actionnables pour les recruteurs, pour les coachs et aussi pour les joueurs, parce que là, les joueurs, ils ont tous un biais. Je pense que ça a été pareil dans le sport pendant de nombreuses années avant que ça soit prouvé de manière répétée que la data crée la performance. Quand un joueur a une conviction, si on n'arrive pas avec de la data hyper solide, il va dire oui, mais moi, je le sais au quotidien. Ce que tu me dis là, c'est pas évident pour moi. Sur League of Legends, par exemple, il y a des match-up. On choisit son personnage. Et si en pro, tel match-up, tel personnage contre tel personnage est 90% du temps gagné d'un côté, à un moment, le joueur, il faut aussi qu'il se rende à l'évidence. Mais on a des joueurs pendant longtemps qui disaient non, mais moi, ce match-up, je le gagne de l'autre côté. En fait, les joueurs se créent avec leur propre biais, leurs propres convictions et aussi ego qui sont indispensables à créer cette culture de la gagne. Donc, c'est pas simple de séparer tout ça. Donc, il a fallu, et c'est encore un travail en cours, éduquer les joueurs, leur ramener aussi des data hyper solides, prouver que ça marche, entre guillemets. Voilà. Et donc, je dirais que sur Counter-Strike et League of Legends, on a des staffs et des outils dédiés. Sur d'autres jeux, on est en train de l'implémenter. In fine, c'est ce qui va nous permettre aussi de continuer à avoir une longueur d'avance sur d'autres, de recruter mieux, de mieux valoriser, c'est-à-dire d'acheter un joueur pas cher parce qu'il est mal valorisé par le marché, de vendre un joueur cher parce qu'il est au contraire surévalué par le marché, etc. Donc il y a tout cet enjeu-là et c'est un travail en cours, c'est-à-dire que ça fait 2-3 ans qu'on s'y est mis sérieusement et maintenant on a des gens dédiés chez nous qui bâtissent des outils et c'est là aussi une complexité supplémentaire, c'est que personne n'est capable d'avoir ces outils clés en main, c'est trop récent, c'est trop nouveau et il n'y a pas de marché. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de startups qui ont voulu se lancer et aller faire de la data, mais il y a 20 équipes pro dans le monde. Créer un business sur 20 équipes pro, c'est un peu compliqué. Donc, il n'y a pas non plus un marché énorme. Donc, il n'y a pas non plus énormément d'entreprises tierces qui vont offrir des solutions de haut niveau. Donc, on est un peu obligé de le faire nous-mêmes. Très clair. Je voudrais qu'on ouvre vraiment aux questions du public parce que je pense qu'il y en a un certain nombre. Question de Sébastien. Bonjour, merci pour votre intervention. Vous avez touché un petit peu par rapport à la comparaison avec les fédés sur la relation avec les maisons d'édition des jeux vidéo. Il y a quand même un déséquilibre en termes de pouvoir économique et sur les jeux de manière générale. Comment vous gérez cette relation? Peut-être pas uniquement Team Vitality, mais les équipes en général. Alors oui, un déséquilibre. Riot Games fait plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. On ne divulgue pas nos chiffres d'affaires, mais il y a quelques ordres de grandeur de différence, on va dire. Oui, les éditeurs sont tout puissants, c'est des mastodontes. Ils possèdent le jeu. Donc si demain ils disent j'arrête de faire mon circuit compétitif dans le cas de Riot ou Valve, qui est un éditeur qui outsource, qui laisse faire des organisateurs de tournois, si Valve dit à ESL, qui est l'organisateur principal, demain tu fais plus de tournois, j'enlève ma licence, boum, ça n'existe plus. Et donc nos business sont extrêmement impactés. Donc oui, les éditeurs sont hyper puissants. D'abord, il faut le reconnaître. On ne va pas prétendre autre chose. Ensuite, à notre sens, il y a deux manières de jouer un rôle important et puis d'avoir un équilibre et une dynamique qui est saine. Un, travailler main dans la main avec les éditeurs. Les éditeurs ont besoin aussi d'un écosystème d'équipe. Et donc, par exemple, avec Riot Games, ça fait plusieurs années que c'est sur un modèle de franchise où on est partenaire. Donc, on est assis autour de la même table à essayer ensemble de créer le meilleur produit. Donc là, en l'occurrence, la LEC, qui est la Ligue européenne. Ensemble, on participe aux décisions de gouvernance, de monétisation, et il y a un partage des revenus qui se fait. Et en fait, on gagne tous en travaillant ensemble. Les équipes, même concurrentes sportivement, on essaie de faire grossir le gâteau pour ensuite se le partager. Et avec Riot, donc on a tous un enjeu aligné. Ça, c'est le premier point. C'est de travailler en bonne intelligence parce qu'on comprend qu'il y a un alignement d'intérêts. Le deuxième point, pour un club comme nous, c'est aussi d'avoir une position qui est indépendante des jeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus gros jeux, c'est League of Legends, Counter-Strike, j'ai pas parlé de Valorant, mais demain, ça peut changer. Ça change pas très vite, il faut être clair, c'est une question qu'on a souvent.
Oui, dans l'e-sport, c'est très fluide. Pas tant que ça, hein. Les gros jeux sont là depuis longtemps, hein. Counter-Strike 20 ans, League of Legends plus de 10 ans. Mais quand même, ça bouge. Et nous, on se dit qu'on crée une marque qui est si reconnue et si puissante que demain, quand un nouvel éditeur veut aller dans l'e-sport, il a besoin d'équipes qui ont des marques puissantes, des communautés puissantes on va tout de suite en capacité de leur apporter ça. On a une expertise pour créer du storytelling, de l'intérêt autour des compétitions. On a une expertise pour bien s'occuper, bien prendre soin de nos joueurs, de leur offrir un environnement sain, etc. Donc on a tout ça et de fait, un éditeur qui va vouloir organiser sa compétition e-sport a tout intérêt à venir chercher les top teams. D'emblée, ça crédibilise sa ligue, il s'assure d'avoir des partenaires fiables. Donc nous, on se place aussi en se disant, en fait, Vitality doit être si reconnu, si puissant et faire si bien les choses que demain, quand il y a un nouvel e-sport qui apparaît, qui se développe, on est indispensable pour cet éditeur-là. Donc ça ne change pas le rapport de force, ça ne l'inverse pas, mais en tout cas, on veut exister au-delà de tel ou tel jeu et s'imposer comme un club leader d'e-sport que tout le monde a envie d'aller chercher. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, on va varier. Bonjour. Moi, je vous ai une question sur la data. Vous parlez que les joueurs ont des match-up. Pour faire rapidement, ils prennent un personnage, en face il y a un autre personnage et du coup ils savent quelle est la force et la faiblesse de chacun. La particularité de l'e-sport par rapport au sport, par exemple les corners on les tape avec les pieds depuis toujours, du jour au lendemain ils vont pas venir avec les mains jeter le ballon. Dans l'e-sport il y a des mises à jour régulières, même dans CS, vous en avez parlé, il y a un jeu CSGO CS2 qui sort, qui remplace l'ancien jeu, donc il rebascule toutes les cartes en permanence. Comment les joueurs intellectuellement arrivent à appréhender ça? D'abord, ils vivent, grandissent et se développent dans cet environnement mouvant. Par exemple, pour prendre League of Legends, Riot, depuis longtemps, a un peu inauguré le modèle du jeu gratuit à microtransactions. Donc le jeu, il coûte plus 60 € le jour de la sortie. L'enjeu de l'éditeur, c'est plus d'en vendre 10 millions le jour 1. C'est d'avoir le plus de gens qui jouent et qui continuent à jouer au jeu, parce que ces gens-là vont continuer à consommer, à acheter dans le jeu. Pour que l'intérêt des fans, des joueurs soit constant pour le jeu, les jeux évoluent tout le temps. League of Legends, c'est un patch, une mise à jour toutes les 2 semaines. Donc les joueurs, depuis qu'ils commencent leur carrière sur League of Legends, ils sont dans cet environnement-là, donc ils connaissent. Pour autant, oui, c'est pas sans conséquence. D'abord, il y a des joueurs que ça va pénaliser, des équipes parfois. La méta, c'est la façon optimale de jouer à un instant donné selon la façon dont le jeu fonctionne. Elle va évoluer. Parfois, une équipe elle va être excellente dans une méta donnée et elle va être surprise par un changement de méta parce que le patch a changé les forces, faiblesses, etc. Donc, il y a une vraie qualité générale d'adaptabilité. Deuxièmement, je dirais que quand même la majorité du skill set des joueurs reste valable avec les différentes itérations des jeux. Il faut qu'ils s'adaptent, mais fondamentalement, ce qui fait qu'ils sont bons au jeu n'est pas non plus complètement remis en cause à chaque fois. Et puis nous, en tant qu'équipe, on doit avoir les analystes, les coachs qui anticipent. Et ça, c'est jamais facile parce que l'éditeur peut faire des choix, des changements qui paraissent minimes. Une fois que quand c'est déployé au début sur le serveur de test, il se passe 2-3 choses. Mais quand c'est déployé à des dizaines, voire centaines de millions de joueurs dans le monde, en fait, on va se rendre compte que c'est pas du tout ce qui était prévu qui va se passer. Et à cette échelle-là, tel joueur va trouver un moyen d'abuser l'un des changements. Et ça change complètement la méta. Et donc, même avec le meilleur travail d'anticipation de nos staffs, parfois on est surpris. Et c'est là que les joueurs doivent être hyper adaptables et justement aussi arriver à se détacher de ce que émotionnellement ou intuitivement ils pensent être fonctionné. Donc, et d'ailleurs, on le voit sur League of Legends souvent, quand il y a un nouveau patch, par exemple, si c'est la Corée qui joue en premier sur ce nouveau patch, nos joueurs vont regarder de près parce que en fait, ils vont voir comment les équipes coréennes s'adaptent et ainsi de suite. Et très très vite, sur chaque patch, très très vite, la façon optimale de jouer est trouvée, entre guillemets. Et voilà. Et donc, il faut que les joueurs soient toujours hyper adaptables. Et par exemple, pour finir là-dessus, sur Counter-Strike, là, qui va passer sur Counter-Strike 2, une nouvelle version, on pense que nos jeunes joueurs vont plus facilement prendre le pas que certains de nos joueurs qui ont la trentaine. Donc ça, c'est un peu dur, mais c'est comme dans le sport traditionnel, cela dit. Oui. C'est de moins en moins facile de s'adapter au fur et à mesure des versions. Merci. On va prendre une dernière question. Et puis ensuite, vous pourrez garder vos questions, mais on continue avec Nicolas. Bonjour Nicolas, merci pour la presse. Du coup, tu évoquais le parallèle entre le sport et le e-sport. Si je ne me trompe pas, vous avez recruté un ancien olympien kayakiste. Qu'est-ce que Mathieu vous a apporté justement sur la connaissance du sport traditionnel dans le e-sport? C'est Mathieu Péché, qui est notre manager Counter-Strike.
Alors, je préfère un raccourci dire qu'on a gagné un major. Bon, est-ce que c'est que grâce à lui, ça serait lui faire beaucoup de crédit, mais en tout cas, il a joué depuis qu'il nous a rejoint un grand rôle à pas mal de niveaux. Il a vraiment apporté cette expertise et puis simplement cette expérience du haut niveau. Tout le monde sur Counter-Strike n'était pas habitué à ce régime de vie, entre guillemets. Quand on a quelqu'un qui est médaillé olympique, champion du monde, qui vient t'expliquer comment il a créé, comment il s'est forgé sa carrière et comment il a créé ce niveau de performance, voilà, à des joueurs, notamment les joueurs qui étaient là depuis longtemps sur Counter-Strike, parce qu'en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les jeunes joueurs qui arrivent dans nos équipes League of Legends Counter-Strike, entre guillemets, il y a des règles en place, ils rentrent dans le moule et voilà, ça fait partie du jeu. L'hygiène de vie, les horaires, les entraînements, les sollicitations médiatiques, les sollicitations en partenariat, bon, tout de suite, ils rentrent là-dedans et finalement, ils ne se posent pas plus de questions que ça fait partie de leur bagage et de leur mission de joueur pro. Mais là où c'était pas forcément évident sur Counter-Strike, c'est que c'est un jeu, un sport qui est là depuis hyper longtemps, et notamment qui était là à une époque où c'était hyper amateur. Les équipes, elles avaient à peine un coach, elles n'avaient aucune infrastructure, les joueurs faisaient un peu ce qu'ils voulaient, ils faisaient leur vie. C'est eux qui choisissaient un peu des changements dans l'équipe. Bon, alors c'était un bordel sans nom. Et donc notamment pour les plus anciens joueurs, passer dans ce niveau d'exigence, ce niveau de préparation, ça n'a pas forcément été facile. Et c'est là qu'on voit que nous, notre capitaine Apex, c'est un gars qui a traversé toutes les époques de Counter-Strike et qui a réussi à s'adapter à ce nouveau moule-là et à se mettre à ce top niveau. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et d'autres, ça a été plus dur pour d'autres grands joueurs historiques qui n'ont pas forcément pris ce pli-là. Donc ouais, là aussi... je pense que pour certains joueurs qui sont dans l'e-sport depuis longtemps, voilà, ils ont vécu tous ces degrés et ces époques de professionnalisation. Et en tout cas, d'avoir quelqu'un comme Mathieu, tout simplement qui vient dire ce que c'est que la performance de très haut niveau, la rigueur nécessaire et comment on arrive à se mettre dans les conditions pour aller chercher les plus grands titres. Et tout ça au quotidien, parce que c'est pas dans un speech d'intro une fois, c'est comment on fait vivre cette rigueur au quotidien. Alors, lui n'a pas apporté, même si il faisait avec... en duo, donc il avait cette notion déjà de collectif, il a aussi pu apporter ça. À un moment, on a eu aussi dans notre équipe Counter-Strike un encadrement d'anciens pros du tennis, on a fait aussi avec d'anciens pros de sport collectif, donc on a aussi fait découvrir à nos joueurs de multiples facettes, de multiples sports, et petit à petit, on a construit cette culture de la performance, cette culture de la gagne, puisque in fine, c'est quand même ça qu'on vient chercher, quoi. Voilà. Un grand merci, Nicolas. Plaisir. On va t'applaudir